Deuxième partie de notre émission avec Territoire d'Info. L'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Yann Brossa. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes tête de liste du Parti communiste français aux élections européennes. Et pour vous co-interviewer avec moi ce matin à mes côtés, Pascal Jalabert du groupe EBRA, qui représente le Dauphiné ce matin, et Marcelo Westfred du Figaro. Bonjour. Yann Brossa, donc hier soir, meeting à Japy, au gymnase Japy, que connaissent bien les Parisiens. 2000 personnes, il y avait du monde. Vous êtes couché tard, vous m'avez dit tout à l'heure. Un nouveau slogan est apparu dans ce meeting. Red is the new green. Alors vous devenez aussi vous-même écolo, la conversion écolo est faite. Ah mais ce n'est pas une conversion électorale. Vous savez que Karl Marx a écrit de très belles phrases sur l'écologie et sur le fait que le système capitaliste est antinomique avec la préservation de la planète. Il l'a dit dès 1867 dans le Capital. Là, c'est apparu dans la campagne, soudainement. Parce que ça ne se sait pas suffisamment. Mais le Parti communiste est effectivement un parti très attaché à la défense de l'environnement, très attaché à la défense du climat. Vous savez, hier, j'étais aussi à Rungis. Et à Rungis, il y a un train qui est actuellement menacé. C'est le train qui permet de transporter les primeurs entre Perpignan et Rungis. C'est ce qu'on appelle le fret ferroviaire. Absolument. On a eu un sujet dans le JT des territoires cette semaine là-dessus. Parce que vous faites bien votre travail. Eh bien, ce train qui est un train qui permet justement d'éviter qu'on ait trop de camions sur nos routes, il est actuellement menacé de fermeture. Eh bien, si on a envie de préserver notre environnement, il faut moins de marchandises sur les camions, plus de marchandises par train, et c'est la raison pour laquelle nous proposons de doubler la part du fret ferroviaire. Alors il y a un point en matière d'écologie qui vous distingue vraiment de toutes les autres formations à gauche, c'est le nucléaire. Dans votre programme, il est marqué que vous voulez une filière nucléaire renouvelée, là où tout le monde, les Verts, les socialistes, Génération, veulent du renouvelable à fond. C'est pas un peu antinomique? Nous disons trois choses. La première des choses, c'est que la meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Et donc la priorité, ce doit être par exemple un vaste plan pour une meilleure isolation de nos bâtiments, parce que quand on isole mieux nos bâtiments, on diminue la consommation énergétique. C'est quand même 40% de notre dépense d'énergie qui est liée à la mauvaise isolation des bâtiments. Deuxièmement, la question du nucléaire. Moi, je suis favorable à ce qu'on diminue la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Je suis favorable à ce qu'on passe de 70%, comme c'est le cas aujourd'hui, à 50% à horizon 2035, en faisant monter en puissance les énergies renouvelables. Et puis, troisièmement, je suis très attaché à ce qu'on ait un nucléaire et de manière plus globale, un service public de l'énergie. Parce que confier le secteur du nucléaire au privé, c'est sans doute ce qu'il y a de plus dangereux. Les Verts disent plus de nucléaire en 2050. Eh bien, les Verts sont ambitieux. Moi, je pense qu'en réalité, on est en train de construire une guerre de religion sur un sujet sur lequel, en réalité, on pourrait tous se mettre d'accord pour dire deux choses. Un, il n'est pas possible de se séparer du nucléaire du jour au lendemain. Deux, battons-nous pour faire monter les énergies renouvelables et pour diminuer la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Je pense que sur une position comme celle-là, on pourrait très largement avoir un consensus. Pascal Jalabert. Oui, donc gauche et unité, qu'est-ce qui vous distingue de la France insoumise ? Je dirais que ce qui distingue le Parti communiste sur la question européenne, c'est une forme de constance et une forme de cohérence. Le Parti communiste a rejeté tous ces traités européens ultralibéraux. Non pas parce que ce sont des traités européens, mais parce qu'ils sont ultralibéraux. Nous ne sommes pas favorables à cette Europe qui prône l'austérité et la concurrence libre et non faussée. Dès le traité de Maastricht, le Parti communiste s'était mobilisé pour dire non à cette logique-là. Et le traité de Maastricht, c'est le critère des 3% de déficit qui fait que nous perdons des services publics tous les jours. Et puis le Parti communiste, c'est un parti qui, c'est vrai, est ancré depuis longtemps dans la vie politique française. Et je vais vous dire, dans cette période où on a beaucoup de confusion, où on a des gens qui changent de parti et qui changent d'avis comme on change de chemise, c'est pas mal de se doter d'élus qui sont fidèles, qui sont loyaux, qui sont... Mélenchon, Madame Royal, mais en tout cas, des gens... Mais oui, mais moi, je pense qu'on a besoin dans cette période-là de gens constants. Et je pense que quand on vote pour quelqu'un, on a besoin de savoir qu'il ne changera pas de parti politique le lendemain. Là, je vais vous donner une statistique. De manière globale, quand j'ai participé au débat de France 2 l'autre jour, je me suis fait la réflexion. Autour de moi, il n'y avait que des gens qui appartiennent à des partis politiques qui n'existaient pas il y a encore quelques temps, ou dont le parti politique a changé de nom. Eh bien, moi, c'est le renouvellement de la vie politique, oui, un peu ça. Non, moi, je trouve que le renouvellement, quand ça se traduit par une forme d'opportunisme qui consiste à faire de la politique comme on fait du marketing, ça ne me plaît pas. Et moi, j'aime les gens
authentiques, qui ont des idées, qui les défendent et qui n'en dévient pas à la moindre occasion. Yann Brossat, justement, qu'est-ce qui vous manque? Parce que les commentateurs disent c'est un peu la révélation, il est sincère, il y a du monde dans vos meetings, et pourtant, vous pourriez n'avoir... Enfin, vous êtes à 3-4%, c'est-à-dire qu'il vous manque un point pour avoir des élus. Qu'est-ce qui manque pour gravir cette marche? Une semaine. Il nous manque une semaine. Et c'est précisément la dernière semaine de campagne qui s'ouvre, et je suis convaincu que nous allons atteindre cette barre des 5%. Et je le dis d'ailleurs à ceux qui sont de gauche et qui hésitent à voter pour nous. Si vous ajoutez une voix supplémentaire à une liste qui est à 8 ou 9%, dans le meilleur des cas, vous lui rajoutez un député européen. Si vous nous permettez, à nous, le Parti communiste, de franchir la barre des 5%, vous ne nous ajoutez pas un député, vous permettez à 4 députés de gauche d'entrer au Parlement européen. Ça fera 4 députés en moins pour La République En Marche ou pour Le Pen. Donc si vous êtes de gauche, vous avez intérêt à ce que le Parti communiste passe la barre des 5%. Pascal Jabert. Oui, cette gauche, elle est quand même imitée. Benoît Hamon, la France Insoumise, vous-même, le Parti Socialiste. Qu'est-ce qu'on fait après les européennes? On parle, on se parle et on construit un rassemblement de la gauche. Moi, je souffre de cette dispersion de la gauche. J'avais d'ailleurs tendu la main jusqu'à en attraper des crampes à Jean-Luc Mélenchon et à Benoît Hamon. Donc je dis, il y a trop de dispersion. Il va falloir qu'on se reparle. Et vite, parce qu'il y a les municipales. Et vite, dès le lendemain des élections européennes, je souhaite que nous puissions discuter et que nous puissions nous parler. Simplement, je suis aussi convaincu d'une chose, c'est que le rassemblement de la gauche, l'union de la gauche, elle se fera plus facilement avec un parti communiste qui retrouve des couleurs. Précisément parce que nous, les communistes, nous sommes capables de parler à tout le monde à gauche. Et si on a envie que la gauche se reconstruise, on aura besoin de mettre tout le monde autour de la table. On ne reconstruira pas la gauche avec une petite partie de la gauche. On la reconstruira si tout le monde se met autour de la table et si tout le monde se remet à travailler ensemble. Yann Brossat, tête de liste du Parti communiste aux élections européennes, et notre invité politique ce matin en direct sur ce plateau. Odoxa donne 36% des Français qui ont une opinion favorable du Rassemblement national. Alors son image est très bonne, même chez ceux qui sont favorables à la France insoumise, on l'a vu dans cette étude. Alors c'est quoi? Plus on tape sur le Rassemblement national, plus il monte au fond? La question n'est pas de savoir si on tape ou si on ne tape pas. La question, c'est de dire la vérité sur le vrai programme du Rassemblement national. Il y a dans cette affaire une gigantesque arnaque. On nous fait croire que le Rassemblement national serait une espèce d'alternative sociale à la politique d'Emmanuel Macron. Or, quand on regarde la réalité du programme du Rassemblement national, on s'aperçoit que ça n'est pas ça. Madame Le Pen n'est pas favorable à l'augmentation du SMIC. Elle n'est pas favorable au retour de l'impôt de solidarité sur la fortune. Évidemment, elle est concernée, elle est châtelaine. Ses alliés en Europe, notamment ses alliés autrichiens, viennent de mettre en place la semaine de 60 heures de travail. Et on nous explique que c'est avec ces gens-là qu'on va faire une politique sociale. Donc, il faut mener une opération vérité sur le vrai programme de l'extrême droite. Mais il n'y a pas le côté où on veut essayer quelque chose d'autre, oui, mais dans ces études, dans ces sondages? Beaucoup de gens ne voudraient pas essayer s'ils savaient quel est le vrai programme du Rassemblement national. Et donc notre rôle à nous, la gauche, ça n'est pas de faire la morale aux électeurs du Front National, c'est de dire la réalité sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils votent au Parlement européen. Ils ont par exemple voté, les députés européens du Rassemblement national, pour la directive sur le secret des affaires. Secret des affaires, c'est-à-dire empêcher des journalistes de mener des investigations sur le comportement d'un certain nombre de multinationales. Ils ont voté pour cette directive, donc ils sont du côté des gros, pas du côté des petits. Encore faut-il faire cette opération vérité. Pascal Oui, Jalabert. quand on regarde quand même l'électorat, que ce soit les ouvriers, les employés, ou même géographiquement, le bassin minier du Pas-de-Calais, le bassin minier d'Alès, c'était des fiefs communistes qui maintenant votent Front National. Donc, pourquoi avez-vous perdu ces électeurs et qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? D'abord, ne généralisez Non, pas. non, je ne généralise pas, mais il a des exemples. Je dirais Hénin Beaumont, enfin on connaît. Bien sûr, j'étais hier avec Fabien Roussel, qui est secrétaire national du Parti communiste. Il est député du bassin minier et il a battu le Front National au deuxième tour des élections législatives. Simplement, vous avez raison de le dire, il y a effectivement beaucoup d'électeurs ouvriers, employés qui aujourd'hui soit s'abstiennent, soit votent à l'extrême droite. Eh bien, je veux leur dire une chose, s'il y a bien un parti qui est un parti qui défend le monde du travail, qui est un parti d'hommes et de femmes désintéressés, qui ne s'enrichissent pas par leur mandat, c'est bien le Parti communiste. Et nous sommes d'ailleurs la seule liste
qui peut permettre l'élection d'une ouvrière au Parlement européen. Marie-Hélène Bourlard, elle est deuxième sur ma liste. Quand on voit ce qu'est le Parlement européen, qui est squatté par tout ce qu'on compte de banquiers et de lobbies, ça ferait quand même du bien d'avoir une ouvrière qui fasse son entrée au Parlement européen. Vous savez, c'est facile de dire on aime les ouvriers. C'est quand même mieux de permettre à une ouvrière de siéger sur les bancs du Parlement européen. Alors c'est le congrès de la CGT actuellement. La CGT, un syndicat avec lequel le Parti communiste a une relation ancienne. La CGT a perdu sa première place de syndicat au profit de la CFDT dans les élections professionnelles. Est-ce que c'est un syndicat qui ne paye pas une stratégie peut-être un peu jusqu'au boutiste de lutte, de confrontation systématique ? D'abord, il ne me revient pas de m'immiscer dans la vie interne d'une organisation syndicale. Oh, vous savez, il y a plus d'adhérents à la CGT que dans tous les partis de gauche réunis. Donc je me garderai bien d'émettre tel ou tel jugement sur la CGT. Je souhaite évidemment un bon congrès aux militants de la CGT et je suis convaincu que c'est une organisation qui compte et qui comptera à l'avenir. Non, pas du tout. La CFDT est passée devant. J'ai énormément de respect pour les militants de la CGT. De nombreux militants de la CGT sont d'ailleurs candidats sur ma liste et je suis convaincu qu'on a besoin de la CGT de manière plus globale de militants syndicaux pour que notre pays aille bien. J'ai d'ailleurs planché par ailleurs devant des responsables de la CFDT ce mardi. Moi, je dialogue avec l'ensemble des militants syndicaux et j'en ai un peu ras-le-bol de ce bashing contre les syndicats qu'on entend trop souvent. Par exemple, la CGT est un peu passée à côté du mouvement des Gilets jaunes. Il ne l'a pas vu monter. Il a mis du temps avant de se retrouver dans les mêmes cortèges. C'est quand même un peu compliqué parce que au départ, le mouvement des Gilets jaunes lui-même ne souhaitait pas la présence de partis politiques et de syndicats. Donc on ne peut pas reprocher à la CGT de ne pas avoir essayé on lui aurait reproché de vouloir récupérer cette affaire. Donc non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre obsession dans les mois à venir, c'est de faire converger cette colère sociale qui éclate depuis le mois de novembre. Et en tout cas, je pense que c'est ce à quoi les militants de la CGT sont déterminés. Mais enfin, il ne me revient pas d'être leur porte-parole. Pascal Jalabert. Pour revenir à l'Europe, deux petites questions. Le travail détaché, vous l'interdisez. Les frontières, comment vous les protégez ? Alors, moi, je suis favorable à un principe simple. Travail en France, contrat français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir en France des travailleurs venus de Pologne ou venus de Roumanie qui travaillent dans des conditions salariales absolument indignes. Pourquoi ? D'abord parce que c'est mauvais pour eux, et puis deuxièmement parce que c'est une concurrence déloyale pour les travailleurs français. Et donc, il faut instituer un principe simple qui est que un travailleur polonais ou un travailleur roumain qui travaille chez nous doit être protégé de la même manière qu'un travailleur français, de telle sorte que l'égalité soit rétablie. Alors il faut quand même dire la vérité, il y a eu une directive qui désormais prévoit le principe à travail égal, salaire égal, simplement ça ne règle pas la question des cotisations sociales. C'est ce qu'on appelle les charges. Cotisations sociales, monsieur Jalabert. Les cotisations sociales sont encore payées à la mode polonaise si vous êtes un Polonais qui travaille en France. Donc il y a encore une forme de distorsion qui existe. Moi, je suis favorable à ce qu'on rétablisse l'égalité. Sur les 80 km/h, Édouard Philippe, je reviens un peu sur la scène nationale, a reculé en proposant en laissant en tout cas la porte ouverte au président de département pour qu'il puisse remonter éventuellement la barre à 90 km/h. Est-ce que sur le fond vous êtes d'accord et est-ce que sur la méthode, c'est-à-dire on a beaucoup reproché au gouvernement d'être très centralisateur, là il fait confiance aux élus locaux, est-ce que là vous dites bon ça va dans le bon sens ? Heureusement qu'il y a des élections de temps en temps quand même, hein. Parce que bon, sinon il n'aurait pas bougé. Évidemment, il ne faut pas être complètement neuneux non plus. Moi, je suis heureux qu'il revienne sur cette décision qui était effectivement, les 80 km/h, parce que je pense qu'effectivement, c'était une décision qui posait de très nombreux problèmes. De nombreux élus locaux en région avaient tiré la sonnette d'alarme en disant que ça suscitait beaucoup de mécontentement dans leur territoire. Il revient dessus, tant mieux. Alors vous avez vu dans l'actualité, il y a aussi un rapport de la Haute Autorité de la Santé sur l'homéopathie qui a fuité et on voit que cette autorité propose le déremboursement partiel de l'homéopathie et les praticiens qui le font sont vent debout. Il y a une pétition, plus de 400 000 qui est lancée. Vous en pensez quoi, vous ? Faut dérembourser ou faut pas dérembourser ? J'aurais du mal. Je vais vous dire, je ne fais pas partie de ces responsables politiques qui ont un avis sur tout le temps. Et donc, je souhaite pouvoir continuer à m'informer sur le sujet avant de vous donner un avis. Oui, l'Union européenne, il y a la fameuse dualité Bruxelles-Strasbourg. Alors, certains candidats disent qu'il faut arrêter, il faut choisir plutôt Bruxelles. Vous, qu'est-ce que vous dites ? Vous gardez ? Oui, je pense que le système actuel convient.
Donc je Bien suis pas qu'il coûte favorable à très ce qu'on cher, revienne hein. dessus. Il coûte très Oui, cher. enfin, bon, les tout coûte allers-retours cher, entre la les deux démocratie parlements. coûte cher, supprimons les élections, ça ne coûtera plus rien. Enfin non, moi ce système actuel me convient assez. La réforme de la fonction publique, nouvelle loi votée jeudi en première lecture, les contractuels remplaceront les fonctionnaires en partie, ils auront les mêmes droits et obéiront aux mêmes devoirs selon Olivier Dussopt. Donc ça ne changera pas grand-chose. Enfin, soyons honnêtes. Ce que ça veut dire, c'est qu'on on aggrave une forme de précarité qui existe déjà dans la fonction publique. Moi, je ne pense pas que dans notre société, on ait besoin de plus de précarité. Je pense qu'on a besoin de plus de sécurité. Et donc, je ne suis pas du tout favorable à cette réforme. Je suis très attaché au statut de la fonction publique, qui est un statut hérité du Conseil national de la Résistance. Il faut qu'il évolue tout de même. Mis en place après-guerre. Non, je pense surtout que dans la fonction publique aujourd'hui, on a besoin de moyens supplémentaires. On a aujourd'hui des personnels soignants qui craquent faute de moyens. On a des personnels enseignants, j'ai moi-même été enseignant plusieurs années en banlieue parisienne, qui souffrent d'un manque de moyens aussi. Et donc je pense que s'il y a une priorité aujourd'hui dans la fonction publique, c'est plus de moyens pour permettre de mieux répondre aux besoins des populations. Je suis frappé par le nombre de mobilisations qu'il y a partout dans nos territoires sur la question des services publics. On a trop laissé reculer l'État dans nos quartiers populaires comme dans nos territoires ruraux, et donc on a besoin d'organiser le retour de l'État. Et pour organiser le retour de l'État, il faut une fonction publique puissante. Pascal Jalabert. Les chiffres du chômage, trimestre après trimestre, montrent que ça va quand même un peu mieux. Le nombre de créations d'emplois en France reste élevé depuis 2 ans et demi. Donc ça va mieux quand même. Ça veut dire que les politiques mises en place depuis 3-4 ans portent leurs fruits. Je dirais qu'on a surtout 2 choses. On a surtout plus de radiation et on a surtout une explosion de la précarité dans l'emploi, une explosion de petits jobs. Et donc, en réalité, on a facialement une baisse du chômage, mais on a un modèle depuis 10 ans. Mais on a un modèle qui ressemble de plus en plus au modèle allemand ou au modèle britannique, où on fait sortir des statistiques du chômage des tas de gens qui se retrouvent avec des petits jobs qui parfois ne permettent même pas d'atteindre le seuil de pauvreté. On a aujourd'hui au sein de l'Union européenne, mais c'est le cas aussi en France, 10% de travailleurs pauvres, c'est-à-dire 10% de gens qui vont travailler, qui produisent des richesses et qui dans le même temps n'ont même pas de quoi vivre. C'est ce qui fait qu'à mes yeux, la question des salaires, la question de l'augmentation du SMIC reste une question absolument fondamentale et que le gouvernement va bien devoir traiter. SMIC européen pour chaque pays, vous êtes pour que les gouvernements se mettent d'accord et disent ben oui, un SMIC dans chaque pays? Je suis favorable à un SMIC en France à 1 400 € net, en accompagnant les petites et moyennes entreprises qui auraient des difficultés à le faire si elles n'étaient pas accompagnées. Et je suis dans le même temps effectivement favorable à une harmonisation sociale par le haut à l'échelle européenne avec un SMIC fixé à 60% du salaire moyen. Ce qui fait qu'en France, ça donne 1 400 € net, c'est autre chose que la proposition de Madame Loiseau. Yann Brossat, tête de liste du Parti communiste aux élections européennes, était notre invité politique ce matin. Merci. Merci beaucoup. Merci Marcelo Westphal. Merci Pascal Jalabert. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. À tout de suite. Yann Brossat quitte ce plateau pour leurs entrées. Eh bien, celui qui était là dans la première partie, Guillaume Doyen, de la Gazette des communes, des départements et des régions, et celui qui n'était pas là dans la première partie, André Crétenant, qui dirige l'information de TV5 Monde, notre partenaire, qui nous diffuse tout ce week-end, d'ailleurs, dans 200 pays et en 17 langues. Bonjour André, merci d'être avec nous. Alors, conversion écolo pour tout le monde, y compris pour les communistes, dans cette campagne, puisqu'un nouveau slogan a été dévoilé hier dans ce gymnase Japy où se tenait la réunion de Yann Brossat, dont il a parlé tout à l'heure, d'ailleurs, le meeting de Yann Brossat. Et le nouveau slogan, c'est « Red is the new green ». Voilà, rouge, communiste, et le nouveau vert. Alors, c'est un peu l'inverse de ce qui se passait il y a quelques années chez les Allemands, les Grünen. Vous vous rappelez, André Crétenant, nous on est assez vieux, vous et moi, assez anciens pour connaître ce slogan, où c'était des verts au fond que l'on disait rouge. Et bien là, c'est le contraire. Absolument. Et d'ailleurs, moi j'aurais plutôt tendance à dire le vert est de retour, là, en l'occurrence, puisque vous avez vu que les... Green is back. J'ai pas osé le dire en anglais, bien sûr, représentant une chaîne francophone, mais effectivement, vous avez vu que les verts sont en le vent en poupe, un peu partout en Europe, en Belgique, en Allemagne, bien sûr. Et donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est en lien, bien sûr, aussi avec... ces manifestations, notamment de jeunes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et que l'ensemble des partis essayent de capter. Les sondages montrent qu'effectivement, il y a un vote vert.
mais qui ne se porte pas spécifiquement sur les écologistes, qui se porte de manière un petit peu plus générale. Et au fond, le parti ou les partis qui auraient loupé le coche vont en souffrir. Donc je trouve intéressant effectivement de voir cette conversion entre guillemets, peut-être un peu tardive en ce qui concerne certains partis, mais qui est assez compréhensible évidemment. Guillaume Doyen, votre conversion à vous? Il y a un discours vert, si vous voulez, global, à la fois global et flou, oui. Parce que personne n'en a plus le monopole, ni même la théorie, quoi. Ça devient une espèce d'automatisme politique, quoi. On est vert pour être vert, et vous les entendez clamer une espèce de catéchisme vert avec des propositions assez banales, souvent, comme celles qu'on a entendues de Yann Brossa aujourd'hui, que j'ai entendues, qui sont des propositions de bon sens. Est-ce que ça suffit, si vous voulez, à emporter l'adhésion des électeurs? J'en suis pas convaincu. D'autant plus qu'il y a un risque, puisque vous avez vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et avec l'instauration de taxes, parce que c'est aussi lié à ça, c'est-à-dire l'instauration d'une nouvelle fiscalité qui fait peur. Et donc là, évidemment, les partis sont dans une certaine ambiguïté. On l'a vu aussi dans les déclarations de Yann Brossa concernant le nucléaire. Voilà. On va rester sur des sujets européens. Angela Merkel a reconnu cette semaine avoir eu des confrontations avec Emmanuel Macron, évoquant même des différences de mentalité, presque culturelles. André Crête-Nant, alors vous êtes suisse, donc vous avez une vision forcément un peu décalée, en tout cas, oui, à distance de tout ça. Alors ces tensions dans le couple franco-allemand, elles sont dues à quoi? Emmanuel Macron voulait quoi? Exercer une forme de leadership en Europe. Elle voulait s'y opposer pour des raisons quoi? Culturelles allemandes, c'est ça l'idée? Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, bien sûr qu'il y a des différences de culturelles. Il y a une relation franco-allemande dont on a toujours considéré, et avec raison, qu'elle était importante pour la construction de l'Europe. Moi, je ne fais pas une analyse aussi pessimiste que ce que j'ai pu voir. Parce que vous lisez les journaux allemands. Et vous m'avez dit que les journaux allemands n'ont pas la même interprétation. Puisqu'on parlait de l'interview de Mme Merkel dans la Süddeutsche Zeitung, je suis allé voir. Et au fond, j'ai été étonné de voir qu'elle était beaucoup plus consensuelle qu'on a pu le rapporter en France. Ce qui est nouveau peut-être, c'est qu'elle fait état de ces divergences. Mais sur le fond, elle n'est pas aussi en opposition avec Emmanuel Macron. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Emmanuel Macron est quand même le seul candidat dans la campagne électorale pour la présidentielle à s'être positionné sur l'Europe et avoir osé faire campagne sur l'Europe. Donc c'est une chose intéressante. Je crois aussi que c'est une question de leadership en Europe. C'est-à-dire que Emmanuel Macron aimerait bien aussi capitaliser sur le plan européen, sur le plan international. Et évidemment, là, Mme Merkel lui dit vous n'êtes pas tout seul. Et voilà. Il réussit son parcours européen, Emmanuel Macron, ou pas, Guillaume Doyen? Pas spécialement, je trouve pas. Je trouve que l'antagonisme franco-allemand qui surgit régulièrement, d'ailleurs, il est structurel. On ne poursuit pas les mêmes objectifs. L'Allemagne n'obtient pas les mêmes avantages de la construction européenne que nous, si vous voulez. Ils profitent très largement du grand marché européen, bien plus que les Français. C'est peut-être la faute des Français, d'ailleurs. Ouais. C'est pas la peine de le reprocher aux Allemands. Mais si vous voulez, l'euro est plutôt une monnaie qui leur convient bien plus probablement qu'aux Français et aux Italiens. Donc il y a des divergences structurelles et de temps en temps, là c'était quoi l'expression, bras de fer ou je sais pas, quelque chose comme ça. Oui. Enfin, différence de mentalité, oui. Confrontation, c'était. Oui, bon. Oui. C'était un peu surjoué. Il y avait eu des négociations un peu difficiles aussi avec Hollande, avec Sarkozy. C'était pas non plus la franche amitié. Donc c'est bien naturel, mais c'est pas une affaire de personne derrière ça qui se joue. Je pense que c'est bien une affaire plus profonde et qui est liée vraiment à la construction de l'Europe. Et par ailleurs, Mme Merkel, dont certains ont pu dire qu'elle pourrait partir après le... Oui, j'allais vous dire, est-ce que c'est pas le fait qu'elle est en fin de vie politique? Et donc, en fait, en tout cas de vie gouvernementale. L'interview est aussi là pour dire aux Allemands, je suis bien là et je reste. Donc il y a aussi un objectif qui est plus national, politique intérieure, vous voulez dire. De politique intérieure. Et il faut dire aussi qu'Emmanuel Macron occupe beaucoup l'actualité européenne, c'est-à-dire dans son combat, dans le fait qu'il veut s'opposer à un certain nombre de leaders nationalistes. Évidemment que cette question-là, elle est beaucoup discutée en Europe. Justement, si le Rassemblement national est en tête donc au soir des élections européennes,
européenne. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la perception qu'auront les Allemands de nous? À la Guillaume Doyen rapide et puis André Quatennens, il nous reste peu de temps. Je pense que ça les confortera dans l'idée que la France est un pays dans un état de crise politique majeur. Ça ne changera pas leur idée, ils le constatent déjà, si vous voulez. Si les Allemands ouvrent leur télévision et lisent l'actualité internationale, s'ils voient que à nouveau le FN et le RN est en tête après 6 mois de crise dite des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils vont constater d'autre? Qu'on a un pays instable. André Quatennens? Oui, non, moi je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, on est quand même dans une élection européenne, il ne faut pas oublier que les élus se retrouvent quand même à Bruxelles dans un certain nombre de groupes. Donc voilà, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé au début de la campagne de la montée des nationalistes, des extrémistes en Europe, mais finalement leur poids ne sera pas aussi important qu'on a pu le craindre. Donc vous ne voyez pas de bouleversement. Oui. Non, moi je ne vois pas de bouleversement. Merci beaucoup André Quatennens qui dirige l'information de TV5 Monde, notre partenaire, et merci Guillaume Doyen qui dirige les rédactions de la Gazette des communes, des départements et des régions d'avoir été nos invités pour débriefer l'actualité. On va continuer ensemble à regarder le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les émissions politiques, les journaux télévisés hier soir, mais également les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après. Désormais, les présidents des conseils départementaux seraient libres d'appliquer ou non la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Le texte est désormais à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'État les a prises pour lui-même. Si les présidents de conseils départementaux souhaitent prendre leurs responsabilités, je n'y vois aucun inconvénient. Il aurait fallu nous écouter plus tôt. Je rappelle que le Sénat a fait cette proposition, que ce soit les préfets avec les présidents de conseils départementaux qui gèrent les routes départementales, qui établissent et qui proposent des règles. Alors effectivement, pour ne pas avoir l'air de totalement céder, de totalement reculer, le Premier ministre n'accepte cet assouplissement que pour les routes départementales. Mettre d'un côté les routes nationales et d'un autre côté les routes départementales, il massacre évidemment ce qu'on a voulu faire passer. Vous avez gardé les panneaux ? Nous avons conservé les panneaux, évidemment. Ah, pourquoi ? Parce que la décision qui vient d'être prise, était assez évidente. Ségolène Royal sur le point de soutenir la liste de la majorité présidentielle aux européennes. Elle devrait l'annoncer publiquement lundi à la radio. L'information importante, c'est que la femme politique trouve qu'il est plus important de se mettre derrière une liste de renaissance, une liste de rassemblement, que d'aller s'isoler sur une île qui n'aura pas d'impact sur l'Assemblée européenne. Je pense que Ségolène Royal, elle n'aime pas qu'on parle à sa place. Je crois qu'elle aura l'occasion de s'exprimer. Et donc, je la laisserai s'exprimer elle-même. Vous ne démentez pas, en tout cas. Oh, je dis que ça serait une bonne nouvelle pour notre liste, mais je ne suis pas capable de confirmer ou pas ce choix. À Rouen, à gauche aussi, on essaie d'afficher une certaine unité. C'est plus timide, mais hier soir, l'une des figures des années Hollande était là pour soutenir Raphaël Glucksmann. Il faut mettre un terme à cet esbrouf binaire qui prétend que le jeu se déroule entre des progressistes qui s'appellent ainsi eux-mêmes sans nous définir ce qu'est le progrès. Je crois à la confrontation féconde, c'est-à-dire on propose, on teste le partenaire et on essaie ensemble de bâtir un compromis. Et des nationalistes fourre-tout. S'il arrive en seconde position, compte tenu de son comportement, oui, effectivement, il devrait prendre la décision de partir s'il n'arrive pas en tête de cette élection. Le Front National a complètement trahi parmi ses électeurs ceux qui voulaient justement sortir de l'Union européenne. Mais je m'adresse aussi aux électeurs de la France Insoumise. Ça servirait à quoi d'avoir encore des députés France Insoumise? Vous savez que M. Mélenchon s'est trompé de vote 266 fois quand il était député européen. Voilà, nous poursuivons cette édition avec dans un instant l'actualité sénatoriale. C'est l'heure de Territoire Sénat. A tout de suite.